Bonsoir à tous, bienvenue dans cette web TV qui va s'intéresser au délirium post-opératoire avec une controverse qui va nous animer là pendant cette petite demi-heure sur la place de la dexmédetomidine, sur la prise en charge ou la prévention du délirium post-opératoire. Alors pour cela, nous avons deux experts avec Stéphanie Sigaud de Beaujon et Franck Verdonck de l'hôpital Saint-Antoine. Et on va essayer à travers un cas clinique d'essayer de voir quelle peut être la place de la dexmédetomidine. Stéphanie, je crois que tu nous as concocté un petit cas clinique et on va voir un peu comment va se dérouler cette anesthésie. Oui, alors avant de vous parler de ce cas clinique, en guise d'introduction, on va quand même faire un petit rappel sur ce qu'est le délirium post-opératoire, qu'on peut appeler aussi syndrome confusionnel post-opératoire, si on veut parler strictement français. C'est un syndrome clinique qui est caractérisé par l'apparition aiguë d'une dysfonction cognitive avec trouble de l'attention. Il existe plusieurs formes de délirium. Le délirium hyperactif, qui est le plus connu, où le patient est agité, désorienté, halluciné. Mais cette forme, qui est la plus connue, n'est pas forcément la plus fréquente. En fait, les patients présentent beaucoup plus souvent du délirium hypoactif. Là, les patients sont aussi désorientés et confus, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont calmes et apathiques. Et puis, il y a aussi les formes mixtes, où le patient est classiquement apathique le jour et agité la nuit, qui sont aussi assez fréquentes. Le timing est important aussi pour la définition du délirium. En 2018, il y a une nomenclature qui a été publiée concernant les troubles neurocognitifs périopératoires. Et donc le délirium, c'est les troubles cognitifs qui surviennent sur la première semaine post-opératoire. Plus tard, donc sur la suite du premier mois, on va plutôt parler de récupération neurocognitive retardée. Et ensuite, quand le patient présente des troubles cognitifs après le premier mois, là on va parler de troubles neurocognitifs post-opératoires qui seront légers ou majeurs en fonction de l'impact sur l'autonomie du patient. Donc maintenant qu'on a posé ces bases, venons-en à notre cas clinique. Donc on voit en consultation d'anesthésie une patiente, Madame R, qui a 76 ans et qui doit se faire opérer, donc il doit avoir un Lévis senti cœlioscopique dans le cadre du traitement d'un adénocarcinome du bas œsophage. Cette patiente, elle est psychologue, indépendante, active, elle vit seule, elle a ses enfants à proximité qui vont la voir souvent. Elle ne fume pas, ne consomme pas d'alcool, elle n'a pas d'autres addictions. Et dans ses antécédents médicaux, on note une dépression et une FA paroxystique. Et elle prend juste comme traitement habituel des vitamines et de l'aspirine. Alors Stéphanie, j'ai bien compris, donc le délirium c'est essentiellement sur la première semaine. Il faut faire attention à l'hypoactif qui est le plus fréquemment présent chez les patients et qui entraîne un sous-diagnostic évident. Là, dans ton cas clinique, comment, dès la consultation d'anesthésie, tu vas essayer de détecter le patient à risque ou le patient fragile qui peut avoir du délirium en post-opératoire? Alors c'est très important effectivement de screener les patients dès la consultation d'anesthésie pour pouvoir orienter leur prise en charge par la suite. Et ça, c'est possible de le faire avec des outils simples et qui se font assez rapidement. Une façon assez rapide de stratifier le risque, c'est d'évaluer la fragilité. Alors la fragilité, c'est un concept gériatrique qui se rapporte à la perte de réserve physiologique des patients avec l'âge. Et il existe des échelles, il y en a plusieurs. Je vous présente celle-ci qui a l'avantage de se coter assez rapidement parce qu'elle est associée à des pictogrammes qui sont assez parlants. Le texte aussi est assez précis, ça permet assez facilement de classer le patient. Et la fragilité est vraiment associée dans toutes les cohortes prospectives à la survenue de délirium en post-opératoire. C'est vraiment un facteur de risque majeur. Là, notre patiente, du coup, au vu des données de la consultation d'anesthésie qu'on vient de voir, on pourrait la classer en 2, bien, donc a priori pas très fragile. Ensuite, il va être aussi important de rechercher des troubles cognitifs présents avant l'intervention. Donc pour ça peut se faire facilement et rapidement en consultation d'anesthésie. Il n'y a pas besoin d'une batterie de tests cognitifs, il n'y a pas besoin d'un avis d'un neuropsychiatre. Il faut d'abord rechercher une plainte cognitive, c'est important dans les critères diagnostiques de troubles cognitifs.
tester l'orientation dans le temps et dans l'espace, ça peut se faire rapidement aussi. Et puis il y a un petit test qui est très discriminant et que j'aime bien faire aux patients, c'est le test de l'horloge qui permet de se rendre compte de troubles cognitifs chez des patients qui donnent vraiment bien le change à l'interrogatoire. Et là, vous voyez le test de l'horloge de notre patiente. Donc on lui a demandé, on a tracé un rond, on lui a demandé de mettre les chiffres comme sur un cadran d'horloge. Donc ça, elle l'a à peu près bien fait. Et puis ensuite, on lui a demandé de mettre la petite et la grande aiguille pour faire 11h10. Et là, on l'a perdue. Elle a mis les deux aiguilles qui ont la même taille et puis elle a rajouté un 10 et un 11 alors qu'ils étaient déjà notés. Puis elle n'a pas du tout mis les minutes au bon endroit. Donc voilà, petit warning chez notre patiente avec le test de l'horloge. Alors je vois qu'on partage le même test, parce que c'est un test qui est très discriminant et qui est très rapide à faire en consultation, qu'on même demandé de faire avant de voir la patiente sur des questionnaires. Si on revient à ce cas clinique, c'est cette patiente qui semble quand même avoir une fragilité cérébrale, parce qu'elle ne passe pas le test de l'horloge. Est-ce qu'il y a une place de la dexmédetomidine ? Alors, effectivement, on va voir dans la suite si on va reprendre toutes les données de la littérature pour voir s'il y a une place pour l'utilisation de la dexmédetomidine, notamment en péropératoire chez les patients en prévention de la survenue de délirium en post-opératoire. Avant ça, on va juste un petit rappel pharmacologique. Donc la dexmédetomidine, c'est un agoniste des récepteurs alpha-2 adrénergiques. Donc le traitement va se fixer sur ces récepteurs qui sont présynaptiques et va entraîner un rétrocontrôle négatif sur le relargage dans la fente synaptique de noradrénaline, ce qui va induire une inhibition du système nerveux sympathique. Et donc ce médicament il va avoir une action sédative par son action sur le locus ceruleus essentiellement, qui est le centre noradrénergique principal du tronc cérébral et qui a des projections axonales vers l'amygdale, vers le cortex, le thalamus, les noyaux du raphe. Et donc ça va entraîner une action d'anxiolyse et de sédation. Ensuite, ça a aussi une action antalgique, la dexmédetomidine. Ça, c'est par son action centrale sur le cortex sensitivo-moteur, mais aussi une action au niveau spinal sur les cornes postérieures de la moelle et aussi une action en périphérie. La dexmédetomidine, c'est un des seuls agents d'anesthésie avec le xénon pour lequel il n'a pas été mis en évidence d'effets neurotoxiques in vitro. Et c'est même un médicament pour lequel on a pu mettre en évidence des effets neuroprotecteurs. Là, je vous présente des données, c'est un travail de Vincent Degos qui avait été publié en 2013. Donc, je vais d'abord vous demander de regarder les graphiques E et F. C'est des cultures de neurones qui sont exposés à un agoniste glutamatergique qui est l'iboténate. Et cet agoniste glutamatergique, c'est un challenge excitotoxique et ça va entraîner de la mort neuronale parce que ça va activer les récepteurs métabotropiques au glutamate, faire une entrée massive de calcium dans la cellule et donc entraîner de la mort cellulaire. Et ces neurones, quand on leur met de la dexmédetomidine en plus de l'iboténate, on voit qu'ils survivent mieux que les neurones contrôle. Donc ça, c'est in vitro. Et puis in vivo, Vincent a aussi fait un modèle d'excitotoxicité où là, on injecte l'iboténate à des souris en intracrânien. Ça leur fait la grosse lésion cérébrale que vous voyez dans le cadre A. Et si vous regardez le graphique D, les souris à qui on a injecté 1 heure avant de leur faire les lésions cérébrales de la dexmédetomidine, eh bien, ils ont une lésion qui est de taille significativement inférieure. Donc ça, c'est pour les données précliniques. Donc, au vu de toutes ces propriétés neuroprotectrices qui ont été mises en évidence in vivo et in vitro, la dexmédetomidine elle a été testée dans des études cliniques sur la deuxième partie des années 2010 essentiellement. Et ces données sont résumées dans cette méta-analyse qui a été publiée en 2018 dans le JAMA, où on voit que ce soit en chirurgie cardiaque, en chirurgie non cardiaque et puis en global, on a un effet statistiquement significatif dans cette méta-analyse de la dexmédetomidine pour la prévention du délirium en post-opératoire. Donc là, si je comprends bien, on a un effet clinique
Les études, c'était de la DEX en adjuvant, en péropératoire, en post-opératoire? Alors, c'est la limite de cette méta-analyse, c'est qu'elle poule énormément de modalités d'administration. Et si on s'intéresse plus particulièrement à l'administration péropératoire, qui était la question à ce stade du cas clinique, et ben en fait, il n'y a que 6 études qui, dans cette méta-analyse qui concernaient une administration péropératoire, donc, dont 5 en chirurgie non cardiaque. Mais il y a quand même eu une analyse de sous-groupe qui a été faite dans ces études-là et qui a quand même montré que pour une administration péropératoire de dexmédetomidine, on avait toujours un effet significatif avec une réduction du risque de délirium post-opératoire chez les patients qui avaient reçu la dexmédetomidine. D'accord, mais dans le contexte du cas clinique, là, est-ce qu'on a des études sur la chirurgie abdominale lourde ou la chirurgie d'œsophagectomie? Effectivement, on a des données qui sont plus récentes d'ailleurs que cette méta-analyse. Il y a cette étude de Mays publiée en 2021 où ils ont fait donc un essai clinique contrôlé randomisé avec un groupe où les patients recevaient du propofol par voie intraveineuse, le propofol seul, et dans l'autre groupe c'était propofol plus dexmédetomidine. Donc c'était en aveugle. À peu près 90 patients par groupe, et ils ont retrouvé un effet statistiquement significatif assez important, y compris dans leur analyse en intention de traiter de la dexmédetomidine pour prévenir le délirium post-opératoire, avec un effet qui persiste dans le temps et qui est surtout visible à J4. Où on voit que sur ce graphe, que la courbe bleue, c'est les patients qui ont reçu la dexmédetomidine. Il y en a significativement plus qui ont moins fait de délirium à J4 que ceux qui n'ont pas reçu la dexmédetomidine. Ok, donc une différence alors, dans cette étude avec une incidence qui est très élevée, hein, 36%. Oui, 36%. C'est effectivement une incidence qui est considérée comme très élevée. On tourne d'habitude plutôt dans la chirurgie digestive autour de 25%, et encore ça c'est dans les séries avec un fort taux de délirium. Donc 36% effectivement c'est très élevé dans le groupe contrôle. Bon, est-ce qu'il y a un peu des arguments contre tout ça là? Oui, il y a aussi des arguments contre, et là c'est Franck qui va vous les présenter avec la suite du cas clinique. Merci Stéphanie, merci Lionel. Alors oui, quand on écoute Stéphanie, demain, je crois que je mets tous mes patients sous dexmédetomidine. Mais quelques arguments m'amènent à pondérer un petit peu son discours un peu enflammé envers la dexmédetomidine, en particulier au bloc opératoire. Alors on va reprendre le cas clinique pour que ça soit un peu concret, pour que ça soit mis dans des situations concrètes. Donc vous êtes actuellement au bloc opératoire, donc on a vu cette patiente qui est devenue un patient en l'occurrence, mais c'est une petite erreur de typographie, qui vient au bloc opératoire et qui refuse une péridurale et à qui vous proposez donc une anesthésie générale, évidemment avec en particulier la lidocaïne, la kétamine, et puis vous proposez à votre interne de réaliser cette anesthésie générale qui contient propofol, sulfentanyl et également le curare non dépolarisant. Et puis grâce à Stéphanie, cet interne débute, sans m'en avoir parlé, de la dexmédetomidine à 1 microgramme kilo/heure au décours de l'induction. Et puis 40 minutes après cette induction, sans que je me sois rendu compte que cette dexmédetomidine était débutée, les chirurgiens réalisent l'insufflation au CO2 pour la phase abdominale du Lévi-Santi, et puis cette patiente devient bradycarde rapidement à 30 par minute, puis fait la systolie. Alors c'est quoi les étiologies là? C'est la DEX? C'est quoi? Alors, c'est la DEX, oui, très probablement, en tout cas possiblement. Il y a d'autres hypothèses évidemment, il y a toute la partie nociceptive liée à l'insufflation de CO2, en particulier lorsqu'elle est rapide chez un patient qui n'est pas nécessairement aussi bien analgésique qu'on le souhaiterait. Il y a également l'hypovolémie qui peut être également un élément qui peut entraîner une asystolie chez un patient qui n'aurait pas été suffisamment rempli, en particulier chez les patients à jeun. Et les patients Lévi-Santi qui ont donc en phase carcinologique sont aussi dénutris et donc avec des difficultés d'alimentation. Et le dernier point, c'est évidemment l'embolie gazeuse. Je vous rassure, dans ce contexte-là, le patient s'en est sorti. Donc hypovolémie, réaction nociceptive, embolie gazeuse. Et j'allais dire, premier élément à retenir ou à évoquer, c'est un effet indésirable de la dexmédetomidine. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter une seconde pour un peu pondérer la présentation de Stéphanie, qui est premièrement un état des lieux réglementaire. La dexmédetomidine n'a pas l'AMM en anesthésie.
elle a l'AMM uniquement en soins intensifs chez les patients ventilés chez qui on souhaite atteindre un niveau de RAS compris entre 0 et -3. Donc déjà, premier élément qui pondère cette utilisation de la dexmédetomidine, c'est l'absence d'AMM. Alors après, parfois, on peut travailler hors AMM, évidemment. Mais deuxième élément, c'est les effets secondaires qui sont décrits dans cette base de données publique du ministère de la Santé, qui démontrent bien que les effets très fréquents décrits de la dexmédetomidine sont la bradycardie, l'hypotension et l'hypertension. Pour rappel, lorsqu'on parle de très fréquent, c'est que c'est plus d'un cas sur 10. C'est-à-dire que sur 10 patients, il y en a au moins 10%, sur 100 patients, il y en a au moins 10% qui vont présenter des épisodes de bradycardie ou d'hypotension. Donc c'est quand même un élément qui est décrit, en tout cas sur les bases de l'AMM. Et alors, on peut dire qu'il y a ces bases réglementaires, et puis est-ce que c'est validé par des études que nous pouvons avoir réalisées? En particulier, les équipes françaises se sont beaucoup intéressées à la dexmédetomidine sur la partie périopératoire. Ici, je vous présente une étude publiée par l'équipe de Valérien Martinez, qui est une méta-analyse qui fait suite à une première méta-analyse qu'elle avait fait 2 ans auparavant, qui démontrait l'effet positif de la dexmédetomidine, au même titre que les INS et que les inhibiteurs de COX-2, sur la diminution des besoins morphiniques post-opératoires. Donc un effet plutôt bénéfique des alpha-2 agonistes, donc comprenant la dexmédetomidine mais également la clonidine. Et puis après une deuxième méta-analyse qui est celle-ci, qui a été réalisée 2 ans après, qui s'intéressait aux effets secondaires des alpha-2 agonistes, et en particulier ici de la dexmédetomidine. 56 essais randomisés contrôlés sur un peu plus de 15 ans, donc comparant des alpha-2 agonistes versus le placebo en anesthésie générale, en chirurgie non cardiaque, avec comme principal l'incidence des effets secondaires graves, qui sont ceux qui vont entraîner soit la mort, soit la mise en jeu de la vie du patient, soit une augmentation de la durée d'hospitalisation, soit une réhospitalisation. Donc c'est vraiment les critères, c'est les effets indésirables graves, et lorsqu'on s'y intéresse, on se rend compte que ces données valident pleinement les données qui sont présentes dans l'AMM, à savoir que la dexmédetomidine, comme vous le voyez en haut à droite, est à l'origine d'une augmentation avec des odds ratios qui sont compris entre 1,89 et 2,68 d'hypotension intraopératoire, de bradycardie intraopératoire, enfin péropératoire, mais également de bradycardie post-opératoire. Et en dessous, un autre élément intéressant de cette méta-analyse, c'est qu'évidemment, il y a autant de dexmédetomidine et d'utilisation de dexmédetomidine qu'il y a d'anesthésistes réanimateurs sur Terre. Et donc, il y a une étude en sous-groupe qui est réalisée en fonction des modes d'administration. Et vous voyez ici en gras les éléments qui sont positifs, en tout cas statistiquement. Et vous voyez globalement que quel que soit la mode d'administration, soit en bolus, soit bolus plus intraveineux continu, eh bien, que ce soit en particulier en bradycardie péropératoire ou en bradycardie post-opératoire, on a une augmentation significative de l'incidence de ces événements secondaires graves sur la dexmédetomidine. Et j'ai envie d'appuyer un petit peu le clou, parce que ça c'est 2019, mais il y a encore un essai encore plus récent, 2021, toujours une équipe française, l'équipe de Rennes, l'équipe d'Hélène Belleuil, qui soumet cette étude, l'étude POFA, qui s'intéressait aux bénéfices de l'opioïde free anesthesia, et donc en particulier de la dexmédetomidine, en considérant que cette opioïde free anesthesia, il y avait des éléments pour dire potentiellement qu'il y avait un intérêt dans la chirurgie carcinologique, mais encore une fois que sur des données expérimentales, mais aussi des données sur la diminution de l'utilisation de morphinique post-opératoire. Et donc, cette étude s'intéressait comme outcome primaire aux événements indésirables post-opératoires liés à la morphine, en disant peut-être qu'en utilisant un dexmédetomidine, on va pouvoir réduire ces effets indésirables liés aux opioïdes, qui étaient en l'occurrence l'hypoxémie, l'iléus et les dysfonctionnements cognitifs évolués par la CAM pendant toutes les 24 heures, pendant 48 heures après l'extubation. Donc, initialement, 400 patients qui devaient être inclus pour répondre à ce critère principal, chirurgie intermédiaire ou majeure, en tout cas non cardiaque, et qui testait donc une anesthésie standard à laquelle on rajoutait soit le rémifentanyl, comme morphinique, soit la dexmédetomidine, avec des 100 bolus entre 0,4 et 1,4 microgrammes kilo-heure. Et avec un type de chirurgie, vous voyez en haut à droite, en gros, la majorité des patients, c'est des patients de chirurgie abdominale, donc soit digestif, soit urologique. Eh bien, au bout de 2 ans d'inclusion, arrêt prématuré des inclusions, pour une simple et bonne raison, comme vous voyez en bas à droite, c'est qu'il y a eu des événements secondaires graves associés à cette utilisation de la dexmédetomidine, que sont 5 bradycardies, dont 3 asystolies. Tout ont récupéré, tous les patients ont survécu. Néanmoins, ça a été considéré comme suffisamment grave pour que cette étude soit interrompue prématurément. Donc elle a été interrompue prématurément sur des effets secondaires graves, et en plus, elle n'a pas montré d'efficacité, alors peut-être avec un problème de puissance, mais elle n'a pas montré d'efficacité sur la réduction des événements indésirables liés aux opioïdes. Alors Franck, je t'arrête. Là, c'est de l'anesthésie réalisée avec la dexmédetomidine. Stéphanie était plus sur un modèle de dexmédetomidine en adjuvant à anesthésie. Alors là, c'est en adjuvant cet essai clinique, c'est en adjuvant à l'anesthésie. Donc on est bien sur du péropératoire.
Après, voilà, ça c'est vraiment pour pondérer le propos de Stéphanie sur l'anesthésie. Mais comme je dis, il y a l'anesthésie, puis il y a le post-opératoire aussi. Donc il y a toute cette question du post-opératoire. Et là, on va peut-être aussi moduler un peu le propos. Donc cette patiente, Lévi Santi, chirurgie lourde, on va en post-opératoire en soins critiques. Et puis à J3, les infirmières vous décrivent une patiente qui est résistante aux soins, qui est désorientée, une famille qui s'inquiète parce qu'elle trouve qu'elle ne la reconnaît pas. Donc, quels sont les éléments qui vont dans le sens d'un délirium ou pas de délirium là? Alors, qu'est-ce qui manque? Voilà, qu'est-ce qui manque là dans le tableau que je viens de décrire? Somnolence, résistance aux soins, un état cognitif bien pire. Bien, il manque un certain nombre d'éléments qui vont permettre de vraiment diagnostiquer un délirium. Il va manquer typiquement certaines constantes. Température, pression artérielle, et je vous expliquerai juste après pourquoi. Il va manquer aussi des informations concernant en particulier l'utilisation de médicaments, quels sont les médicaments auxquels cette patiente a été exposée. Et le troisième élément, il vous montre un élément clé du diagnostic qui est la fluctuation. Ici, il n'est pas cité de fluctuation de l'état clinique. Pourquoi? Parce que le délirium s'est défini par les psychiatres dans le DSM-5 comme l'association de 5 critères. Donc le premier critère, c'est des troubles de l'attention associés à des troubles de la vigilance. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, qui doivent varier rapidement au cours du temps et surtout en fluctuant. Deuxième élément. Troisième élément, c'est qu'il faut, en plus de ces troubles de la vigilance et ces troubles de l'attention, il faut des troubles de la cognition associés, par de la mémoire, désorientation, troubles du langage, troubles de la perception. Et puis, et c'est la raison, enfin, quatrième élément, pardon, il faut également que ça ne soit pas expliqué par la détérioration d'un état neurocognitif préexistant, une démence typiquement, et que ça ne soit pas des éléments qui soient contradictoires. Mais le cinquième élément qui est important, et c'est la raison pour laquelle je disais il manque certains éléments dans le tactique que je vous ai cité au préalable, c'est qu'il faut que ça soit expliqué par une situation. On ne peut pas avoir un délirium qui arrive sans rien, il faut une explication, soit physique, enfin, un état clinique altéré ou d'altération de la biologie qui puisse expliquer ce délirium. Et donc là, en l'occurrence, on les avait. Je vais vous expliquer, on développera juste après. Alors, comment est-ce qu'on pose le diagnostic? Donc là, on a vu typiquement le tableau du délirium. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic de délirium comme ça qu'on est dans la vie de tous les jours? Un élément juste très intéressant pour attirer votre attention sur le moyen d'évaluer le diagnostic de délirium, c'est cette en tout cas, c'est une sorte de méta-analyse qui a été publiée en 2011, qui essaye de recueillir sur une même type de chirurgie, la chirurgie cardiaque de pontage aortocoronarien, quelle est l'incidence rapportée de délirium. Et on passe de 3% à 53% en fonction de la manière avec laquelle on le fait. Pour le même type de chirurgie. 3% si on fait les codages, 53% si on utilise des algorithmes qui sont définis dans la littérature. Donc vous voyez que si on n'utilise pas d'échelle diagnostique, donc c'est le message, si on n'utilise pas d'échelle diagnostique, on ne pose pas de diagnostic de délirium. Pourquoi? Stéphanie l'a dit tout à l'heure, et là c'est une étude récente en soins critiques, 614 patients, récente elle a quand même 6 ans, donc 614 patients, étude monocentrique en CHU. Ils utilisent une échelle qui s'appelle la CAM-ICU pour aller évaluer le délirium, l'incidence du délirium. 70% de leurs patients présentent du délirium. Et s'ils comparent les patients ici, donc c'était l'objectif de l'étude, les patients de plus de 65 ans et de moins de 65 ans, si vous voyez les barres noires et les barres grises, on voit qu'on n'a pas tout à fait la même répartition, c'est-à-dire que, en particulier chez les patients âgés, qui sont notre population à risque, qui sont cette patiente, eh bien, il y a un risque très important d'avoir un délirium plutôt hypoactif. Et les hyperactifs n'existent que chez les patients très jeunes. Et en général, les déliriums sont mixtes. Donc, quelles sont les échelles? 2 échelles, une échelle américaine et une échelle canadienne. La CAM-ICU, l'ICD-SC, toutes les deux sont à peu près similaires, on peut utiliser les deux. Il y en a une qui s'intéresse plutôt aux composantes, aux caractéristiques du délirium, qui essaie de chercher l'inattention, les troubles de la conscience, la pensée désorganisée, alors que l'autre est plutôt sur du symptôme. Vous pouvez utiliser ces 2 échelles, CAM-ICU ou ICD-SC, qui sont très bien démontrés, qui sont corrélés au diagnostic propre de délirium. Les 2 résultats sont corrélés. Donc on peut utiliser celle que l'on souhaite. Néanmoins, malgré... Qui c'est qui peut la faire? Une aide-soignante ou Voilà, c'est une très bonne question parce que ça prend quand même du temps. Alors ça prend moins d'1 minute mais, en moyenne, mais néanmoins ça prend du temps. Et tous les jours, le faire 2 fois par jour, évidemment, ça ne nous est pas donné. Il y a une très belle étude de la Pitié-Salpêtrière qui a été pas soumise, mais maintenant qui a même été acceptée, qui évaluait la capacité de réaliser ces échelles, en particulier la CAM-ICU, chez du personnel qui n'est pas du personnel médical, donc en l'occurrence les infirmières et les aides-soignants. Et lorsqu'on compare l'efficacité du diagnostic, on se rend compte que infirmières et aides-soignants sont très capables, lorsqu'on les compare aux diagnostics médicaux, de poser des diagnostics de délirium sur l'échelle CAM-ICU. Il y a une petite différence significative sur le temps, donc on passe de 4 minutes versus 1 minute chez le médecin, donc ce n'est pas des différences qu'on peut estimer comme significatives sur la durée d'une journée.
Donc on reprend notre cas clinique, donc je vous ai dit, on a un diagnostic de délirium, il faut qu'on ait une explication physiologique, en l'occurrence là, c'est cette patiente présente un lâchage d'anastomose intra-thoracique. Je crois que c'est important quand même de signaler qu'une grande partie des déliriums à J4 post-opératoire sont une complication chirurgicale et que c'est la première chose qu'il faut éliminer. Première chose à éliminer, c'est parfois plus sensible que ne l'est la température, en particulier chez les patients âgés. Donc le délirium est un très très bon signe de complications post-opératoires. Donc elle est prise en charge médicalement, chirurgicalement, résection anastomose, et puis elle revient en soins critiques toujours dans votre unité, intubée, ventilée, vous arrêtez les sédations parce que l'intervention s'est très bien passée, et puis la patiente s'agite, vous avez une cam ICU qui est réalisée par les soignants qui est positive, et puis l'interne pose la question du délirium. Quelle molécule utiliser? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, d'abord Stéphanie, moi j'ai une bonne idée, mais d'abord Stéphanie. Stéphanie, qu'est-ce que tu ferais? En traitement du délirium, alors ce qui est actuellement recommandé, lorsque les patients sont agités et donc se mettent en danger avec un risque d'auto-extubation, ça va être les neuroleptiques. Après, la dexmédetomidine a peut-être aussi sa place dans cette indication chez le patient ventilé. Je sens que Franck va faire différemment. Franck, qu'est-ce que tu ferais alors? Je ne ferai pas nécessairement différemment justement dans ce contexte-là. Je ne ferai pas nécessairement différemment dans ce contexte-là, mais attention, on va comme sur des œufs. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations de la Société américaine de soins critiques qui dit qu'il faut utiliser la dexmédetomidine chez les patients intubés ventilés, donc on restreint le seuil, et puis encore plus qui présentent une agitation. Donc les recommandations américaines de 2018 reposent sur un essai clinique, celui de gauche, 2016, 74 patients. Vous savez combien de patients ils ont screené? Plus de 20 000. Plus de 20 000, avant d'avoir 74 patients inclus. Donc c'est dire que c'est sélectionné. C'est l'ultra sélectionné. C'est l'ultra sélectionné. Donc, mais par contre, cet essai clinique qui a été mené, donc qui était international, évidemment multicentrique, sur la dexmédetomidine chez les patients intubés, ventilés, en phase de réveil, mais qui étaient agités avant une extubation. Ils utilisaient la dexmédetomidine versus un placebo et ils regardaient le nombre de ventilation free hours dans les 7 jours qui suivaient l'inclusion. Vous voyez qu'il y a une diminution, en tout cas une différence significative en faveur de la dexmédetomidine sur cet élément-là. Donc moi, dans ce contexte-là, typiquement, pour le coup, je rejoins complètement l'avis de Stéphanie. Je pense que ça peut être utile d'utiliser la dexmédetomidine. Alors, moi, le vieux briscard, il va dire qu'il va utiliser la dexmédetomidine, mais il est incapable de savoir si ça va marcher ou pas, en fait. C'est-à-dire que les patients où vraiment c'est le traitement miracle, et il y a des patients où ça ne marche absolument pas, avec une vraie mise en danger, une auto-extubation, et c'est difficile à détecter quel patient, chez qui ça marche ou pas, à part de faire un challenge, de tester et de regarder. Et tu as tout à fait raison, il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas de critères, et c'est à mon sens un des enjeux des prochaines années en termes de recherche, c'est de sélectionner les patients qui peuvent bénéficier de la dexmédetomidine, en particulier dans ce contexte-là, et donc en effet l'expérience personnelle le montre. Donc c'est pour l'instant encore un challenge de recherche qui va probablement à nous occuper dans ces prochaines années. Alors maintenant je fais rapidement, malheureusement comme le disait Stéphanie, on mélange un peu tout, prévention, traitement, etc. Mais lorsqu'on mélange un peu tout, donc il y a des essais, il y a des méta-analyses qui sont réalisées, en particulier celle-là 2018, anesthésia, 25 essais randomisés contrôlés dexmédetomidine versus placebo, et qui travaillaient sur l'incidence du délirium et de l'agitation. Écoutez là franchement les résultats sont clairs. Il faut utiliser pour éviter, en tout cas pour réduire l'incidence. Alors on ne sait pas vraiment si c'est pour le traitement ou pour la prévention, mais si on utilise la dexmédetomidine, en globalité, on va réduire l'incidence du délirium et on va réduire l'incidence de l'agitation en réanimation. Voilà. Mais, toujours, donc c'est pour ça qu'il faut poser, c'est pour ça que ta question est plus que pertinente, il faut sélectionner les patients parce qu'il y a quand même aussi, sans aucun doute, plus de bradycardie, plus d'hypotension. Il est même décrit dans l'AMM, plus d'hypertension également. Mais donc, attention, toujours, effets secondaires. Malheureusement, on ne sait pas à qui ça s'adresse le mieux, quels sont les patients qui sont le plus à même d'en bénéficier, mais donc attention toujours aux effets secondaires. Et ça va vraiment pour le coup dépendre de la posologie qu'on utilise, en particulier, on essaiera de ne pas dépasser des posologies supérieures à 1 microgramme/kilo/heure. Voilà. Et pour un peu clore le débat ou appuyer ce que je viens de dire, un essai SPY-3, mais vous allez voir qu'il y a eu un certain nombre de conséquences. Essai néo-zélandais, 4000 patients intubés, ventilés de réanimation pour plus de 12 heures, chez qui on utilisait la dexmédetomidine comme sédatif principal. Premier, c'est le seul qu'on utilisait, et auquel on pouvait rajouter propofol plus des benzodiazépines si nécessaire. Et puis sinon, les soins versus randomisés versus usual care. Un outcome, mortalité à 90 jours. Vous voyez en bas à droite,
L'outcome tout en bas, c'est le petit losange transparent, zéro effet, à 90 jours, la dexméthomyline. Mais vous avez vu que juste au-dessus, j'ai quand même surligné l'effet âge. Vous voyez que lorsqu'on travaille en sous-groupe, en fonction de la médiane de l'âge, donc chez eux c'était 63 et 64 ans, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même objectif. C'est-à-dire que si on a plus de 65 ans ou 64 ans, c'est très en faveur de la dexméthomyline. Si on a moins de 65 ans, c'est très en défaveur de la dexméthomyline. Je m'arrête une seconde sur le tableau de gauche, enfin sur la figure de gauche, et ce n'est pas présenté dans l'article Princeps, mais dans un autre article qui en découle. Lorsqu'il s'intéresse au délirium, on voit quand même une très franche différence qui est significative de l'incidence du délirium chez les patients qui sont mis sous dexméthomyline en sédatif principal. D'accord, un sédatif principal a un effet bénéfique de la dexméthomyline évident sur la durée totale de l'hospitalisation en réanimation. Donc, effet positif. Franchement, c'est un bel essai 4000 sur le délirium. Néanmoins, petit doute sur la mortalité. Et donc, 3 ans après, 7 juin 2022, la NSM qui dit attention, n'utilisez pas la dexméthomyline en soins intensifs parce que c'est associé à une augmentation de la mortalité. En particulier chez des patients de moins de 65 ans. Dur, c'est dur. Mais, petite étude complémentaire de la même équipe qui a fait SPY3, qui avait publié dans Intensive Care Medicine en 2021, qui je trouve est très intéressant au regard de notre spécialité. Donc ici, vous voyez très bien, c'est une étude bayésienne très chic, qui montre bien qu'à 65 ans, qui est la ligne du milieu, vous avez un gros gap. On passe de c'est pas bénéfique, c'est même toxique, à un effet bénéfique. Donc clairement, plus de 65 ans, on n'a pas envie trop de se poser la question. Il faut l'utiliser, on le voit encore mieux sur les courbes de gauche à droite. Donc à droite en faveur de la dexméthomyline, à gauche en défaveur de la dexméthomyline. Donc, bon, clairement, on a envie de se dire, tout patient de plus de 65 ans, on met de dexméthomyline, plus de moins de 65 ans, on ne met pas de dexméthomyline. Attention, premièrement, lorsqu'on travaille sur les patients qui ont moins de 65 ans et qu'on va creuser un tout petit peu en réalisant des clusters, les patients chirurgicaux semblent vraiment bénéficier de la dexméthomyline, et de manière significative, à l'inverse des patients qui sont médicaux. Donc, j'ai envie de dire que pour notre exercice périopératoire, et qui était le cas ici, la dexméthomyline pourrait être un sédatif qui peut être utilisé en première intention. Et c'est le deuxième élément sur lequel j'attire votre attention, c'est que la NSM dit attention, suivant cette étude, il ne faut pas utiliser la dexméthomyline, mais c'est valable seulement si on utilise la dexméthomyline, comme cet article faisait. Et cet article utilisait la dexméthomyline en sédatif primaire, c'est-à-dire quand vous recevez votre patient, le premier élément que vous lui mettez, c'est la dexméthomyline. Je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous qui fait ça. Donc je tempérerai vraiment, cet avis de la NSM. Donc, si on conclut, déjà la première conclusion, c'est que en fait, la dexméthomyline, tout dépend si elle est réalisée en adjuvant, si elle est réalisée en post-opératoire, si elle est réalisée en soins intensifs. En fait, le champ d'application est assez large. Clairement, il n'y a pas d'AMM pour l'anesthésie. Et d'ailleurs, oui, au bloc opératoire, il n'y a pas d'AMM. Et pour l'instant, les données, Stéphanie, tu fais de la dexméthomyline au bloc opératoire ou pas? Non, je ne fais pas de dexméthomyline au bloc opératoire. J'ai eu l'occasion d'en faire en participant à POFA. Après, dans mon hôpital, comme dans beaucoup d'endroits, la dexméthomyline, c'est une dispensation nominative, elle est stockée à la pharmacie. Donc, c'est pas très compatible de la pratique de l'anesthésie au bloc opératoire. Et deuxièmement, il y a quand même dans la population qui est à risque de délirium, qui est la population des patients âgés, fragiles, qui est une population qu'on va prendre en charge au bloc opératoire de plus en plus souvent au vu de l'évolution démographique. C'est vrai que les données sur les effets secondaires freinent quand même pas mal les effets potentiellement bénéfiques sur les troubles cognitifs, en l'occurrence le délirium en post-opératoire. Donc vraiment une balance bénéfice-risque qui est effectivement très controversée. Et alors, pourquoi pas la clonidine? Alors il n'y a aucune donnée dans la littérature qui montre que la clonidine aurait un effet sur la prévention du délirium post-opératoire. Voilà. Donc, et puis c'est aussi un médicament qui n'est pas très maniable chez le sujet âgé. Pas du tout même. Ouais. Franck, en fait, tu nous as fait un compte pour finir sur un pour dire qu'en fait, grosso modo, bloc opératoire pas sûr, réanimation, il y a certains feux qui sont ouverts. Il y a une chose où vous n'avez absolument pas abordé le sujet, c'est sur l'empreinte carbone du produit.
Vous êtes la jeune génération qui nous bassine avec le côté green tous les jours. Et aucun des deux n'a abordé ce côté empreinte carbone. Est-ce que vous êtes intéressé à l'empreinte carbone de la dexmédetomidine? Les indications n'étant pas encore complètement cadrées, non, on ne sait pas encore. En tout cas, moi, je ne me suis pas encore intéressé à l'empreinte carbone, néanmoins. Il est effroyable. Et pour Par quelle rapport raison? au propofol, il est effroyable. Dans la fabrication, dans la chaîne de fabrication, l'empreinte carbone semble, et c'est des données qui... Alors, c'est toujours difficile d'avoir la vraie empreinte carbone du produit, mais c'est un produit qui a une empreinte carbone qui est très significativement supérieure au propofol. Alors attention, donc c'est intéressant. Tu as un gros biais d'analyse qui est que tu parles que de l'empreinte carbone, mais tu ne parles pas de l'impact sur l'environnement du propofol. Parce que là, tu bénis le propofol. Non, je ne pas béni le propofol. Non, mais il y a quand même dans l'eau, exactement, et il ne faut pas oublier ce versant-là, c'est encore un autre challenge. Moi, en termes d'utilisation, clairement pas au bloc opératoire, en réanimation, clairement sur les patients agités. Je pense que c'est un très bon médicament, en tout cas les données, même s'il n'y en a pas encore des centaines, sont très en faveur de ça. Néanmoins, en règle générale, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation, je pense qu'il y a un réel intérêt, et comme tu le disais, à stratifier les patients, que ce soit sur leurs facteurs de risque, exactement ce que disait Stéphanie, et ça je pense que c'est la première étape, et au-delà de ça, on a stratifié les patients à risque, et après il faut qu'on voit ceux chez qui ça peut fonctionner. Pour l'instant, on est encore assez loin de définir ce patient, et c'est un peu la médecine personnalisée qu'on espère un jour pouvoir atteindre. Et je pense qu'il est important aussi de rappeler qu'il faut faire attention aux modalités d'administration, notamment chez les patients les plus fragiles, que le bolus est quand même un peu passé de mode au vu des données de la littérature sur les bradycardies et les hypotensions, que ça doit être si c'est sur une voie veineuse périphérique, c'est avec un octopus. Enfin, faut éviter qu'il y ait des bolus intempestifs en branchant la dexmédetomidine très en distalité sur une voie de remplissage. Ok. Donc, en tout cas, ce qui est important quand même dans le message aussi, c'est qu'on ne va pas traiter un délirium sans en rechercher la cause. Je crois que ça, c'est très important. Et que jusqu'à preuve du contraire, il faut rechercher soit la complication post-opératoire, soit une médication qui est mal faite. Exactement. Et il faut, par exemple, vraiment supprimer tout ce qui veut être Acupan, Tramadol, qui peuvent être des médicaments qui entraînent énormément de délirium post-opératoire. Donc c'est mal fait dans un sens excessif, mais aussi insuffisant. C'est-à-dire que la douleur est également un très bon facteur déclenchant de délirium. Voilà, donc une place de la dexmédetomidine qui est plus que controversée, d'accord, qui ne fait pas tout à fait d'accord sur le timing entre vous, avec des patients qu'il faut très clairement stratifier. On n'a pas encore tous les outils pour savoir si ça va ou pas marcher. Un produit qui a un coût significatif, il ne faut pas l'oublier, et en tout cas qui mérite d'être concrétisé. Je n'ouvrirai pas le débat de la kétamine, si oui ou non la kétamine peut avoir un effet sur le délirium, mais très clairement déjà peut avoir un effet tous les jours sans forcément faire de la dexmédetomidine. C'est limiter les conséquences hémodynamiques de notre anesthésie. Et on le voit avec, par exemple, un maintien intentionnel péropératoire, il y a beaucoup moins de complications neurologiques. Et 2, éviter le surdosage anesthésique qui, quand on fait du monitorage, surtout chez cette patiente de 76 ans, où on se retrouve avec 20-25 minutes de silence électrique cumulé depuis le début de l'anesthésie, là on sait que sur le J1, J2 post-opératoire, on va générer du délirium. Et ça ne coûte pas très cher, au contraire, ça coûte moins cher d'éviter le surdosage et ça peut avoir un véritable impact. En tout cas, merci vraiment pour la qualité du débat. Nous, on va conclure en vous donnant la date de notre prochaine Web TV, qui est le 6 décembre et qui s'intéressera au bloc paravertébraux avec un débat, je pense, animé. Christophe Aveline à la modération, Laura Ruscio aux commandes de cette revue un peu du bloc paravertébral. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et on vous dit à une prochaine Web TV.